Tome 3, module 7, phénomène de l'émancipation de l'âme, guide d'étude numéro 3, le somnambulisme, l'extase et la seconde vue. Développons le premier point, le somnambulisme. Selon le spiritisme, le somnambulisme naturel est une indépendance de l'âme plus complète que dans le rêve, et alors ses facultés sont plus développées. Elle a des perceptions qu'elle n'a pas dans le rêve, qui est un état de somnambulisme imparfait. Dans le somnambulisme, l'esprit est tout entier à lui-même. Les organes matériels, étant en quelque sorte en catalepsie, ne reçoivent plus les impressions extérieures. Cet état se manifeste surtout pendant le sommeil. C'est le moment où l'esprit peut quitter provisoirement le corps, celui-ci étant livré au repos indispensable à la matière. Quand les faits de somnambulisme se produisent, c'est que l'esprit préoccupé d'une chose ou d'une autre se livre à une action quelconque qui nécessite l'usage de son corps, dont il se sert alors d'une façon analogue à l'emploi qu'il fait d'une table ou de tout autre matériel dans le phénomène des manifestations physiques ou même de votre main dans celui des communications écrites. Les phénomènes du somnambulisme naturel se produisent spontanément et sont indépendants de toute cause extérieure connue. Mais chez certaines personnes douées d'une organisation spéciale, ils peuvent être provoqués artificiellement par l'action de l'agent magnétique. L'état, désigné sous le nom de somnambulisme magnétique, ne diffère du somnambulisme naturel que parce que l'un est provoqué tandis que l'autre est spontané. Le somnambulisme naturel est un fait notoire que personne ne songe à révoquer en doute, malgré le merveilleux des phénomènes qu'il présente. Qu'a donc de plus extraordinaire ou de plus irrationnel le somnambulisme magnétique parce qu'il est produit artificiellement comme tant d'autres choses. En vérité, pour le spiritisme, le somnambulisme est plus qu'un phénomène physiologique, c'est une lumière jetée sur la psychologie. C'est là qu'on peut étudier l'âme, parce qu'elle s'y montre à découvert. Or, un des phénomènes par lesquels elle se caractérise, c'est la clairvoyance indépendante des organes ordinaires de la vue. Ceux qui contestent ce fait se fondent sur ce que le somnambule ne voit pas toujours, et à la volonté de l'expérimentateur, comme avec les yeux. Faut-il s'étonner que les moyens étant différents, les effets ne soient plus les mêmes ? Est-il rationnel de demander des effets identiques quand l'instrument n'existe plus? L'homme a ses propriétés comme l'œil a les siennes. Il faut les juger en elles-mêmes et non par analogie. La cause de la clairvoyance du somnambule magnétique et du somnambule naturel est identiquement la même. C'est un attribut de l'âme, une faculté inhérente à toutes les parties de l'être incorporel qui est en nous, et qui n'a de limite que celles qui sont assignées à l'âme elle-même. Il voit partout où son âme peut se transporter, quelle que soit la distance. Dans la vue à distance, le somnambule ne voit pas les choses du point où est son corps, et comme par un effet télescopique. Il les voit présentes et comme s'il était sur le lieu où elle existe, parce que son âme y est en réalité. C'est pourquoi son corps est comme anéanti et semble privé de sentiments jusqu'au moment où l'âme vient en reprendre possession. Cette séparation partielle de l'âme et du corps est un état anormal qui peut avoir une durée plus ou moins longue, mais non indéfinie. C'est la cause de la fatigue que le corps éprouve après un certain temps, surtout quand l'âme se livre à un travail actif. Toutefois, notons que la puissance de la lucidité somnambulique n'est point indéfinie. L'esprit, même complètement libre, est borné dans ses facultés et dans ses connaissances selon le degré de perfection auquel il est parvenu. Il l'est plus encore quand il est lié à la matière dont il subit l'influence. Telle est la cause pour laquelle la clairvoyance somnambulique n'est ni universelle ni infaillible. On peut d'autant moins compter sur son infaillibilité qu'on la détourne du but que s'est proposé la nature, et qu'on en fait un objet de curiosité et d'expérimentation. Dans l'état de dégagement où se trouve l'esprit du somnambule, il entre en communication plus facile avec les autres esprits, incarnés
ou non incarnés. Cette communication s'établit par le contact des fluides qui composent les périsprits et servent de transmission à la pensée comme le fil électrique. Le somnambule n'a donc pas besoin que la pensée soit articulée par la parole. Il la sent et la devine. C'est ce qui le rend éminemment impressionnable et accessible aux influences de l'atmosphère morale dans laquelle il se trouve placé. On sait que l'esprit acquiert un surcroît de connaissances et d'expériences à chacune de ses existences corporelles. Il les oublie en partie pendant son incarnation dans une matière trop grossière, mais il s'en souvient comme esprit. C'est ainsi que certains somnambules révèlent des connaissances supérieures au degré de leur instruction et même de leur capacité intellectuelle apparente. L'infériorité intellectuelle et scientifique du somnambule à l'état de veille ne préjuge donc rien dans les connaissances qu'il peut révéler à l'état lucide. Selon les circonstances et le but qu'on se propose, il peut les puiser dans sa propre existence, dans la clairvoyance des choses présentes ou dans les conseils qu'il reçoit d'autres esprits. Mais comme son propre esprit peut être plus ou moins avancé, il peut dire des choses plus ou moins justes. Par les phénomènes du somnambulisme, soit naturels, soit magnétiques, la Providence nous donne la preuve irrécusable de l'existence et de l'indépendance de l'âme et nous fait assister au spectacle sublime de son émancipation. La littérature spirite est riche en faits de somnambulisme. Pour exemplifier, voici le récit d'un cas cité par Allan Kardec se trouvant dans la revue Spirit. Monsieur Marillon, demeurant à Bercy, rue de Charenton, numéro 43, avait disparu le 13 janvier dernier. Toutes les recherches pour découvrir ses traces avaient été infructueuses, aucune des personnes chez lesquelles il avait l'habitude d'aller ne l'avait vu. Aucune affaire ne pouvait motiver une absence prolongée. D'un autre côté, son caractère, sa position, son état mental écartaient toute thèse ou toute idée de suicide. On en était réduit à penser qu'il avait péri victime d'un crime ou d'un accident. Mais dans cette dernière hypothèse, il aurait pu être facilement reconnu et ramené à son domicile ou tout au moins porté à la morgue. Toutes les probabilités étaient donc pour le crime. C'est à cette pensée que l'on s'arrêta, d'autant mieux qu'on le croyait sorti pour aller faire un paiement. Mais où et comment le crime avait-il été commis? C'est ce que l'on ignorait. Sa fille eut alors recours à une somnambule, Madame Roger, qui, en maintes autres circonstances semblables, avait donné des preuves d'une lucidité remarquable que nous avons pu constater par nous-mêmes. Madame Roger suivit Monsieur Marillon depuis sa sortie de chez lui à 3 heures de l'après-midi jusque vers 7 heures du soir au moment où il se disposait à rentrer. Elle le vit descendre au bord de la Seine pour un motif pressant. Là, elle dit, il y a eu une attaque d'apoplexie. Je le vois tomber sur une pierre, se faire une fente au front, puis couler dans l'eau. Ce n'est donc ni un suicide, ni un crime. Je vois encore son argent et une clé dans sa poche de son pantalon. Elle indiqua l'endroit de l'accident. Mais, ajouta-t-elle, ce n'est pas là qu'il est maintenant. Il a été facilement entraîné par le courant. On le trouvera à tel endroit. C'est, en effet, ce qui eut lieu. Il avait la blessure au front indiquée, la clé et l'argent étaient dans sa poche, et la position de ses vêtements indiquait suffisamment que la somnambule ne s'était pas trompée sur le motif qui l'avait conduit au bord de la rivière. Nous demandons où, dans tous les détails, on peut voir la transmission d'une pensée quelconque. Développons maintenant le second point, celui de l'extase. L'extase, quant à elle, est, selon l'enseignement spirit, un somnambulisme plus épuré. L'âme de l'extatique est encore plus indépendante. En effet, dans le rêve et le somnambulisme, l'âme erre dans les mondes terrestres. Dans l'extase, elle pénètre dans un monde inconnu, mais celui des esprits éthérés avec lesquels elle entre en communion, sans toutefois pouvoir dépasser certaines limites qu'elle ne saurait franchir sans briser totalement les liens qui l'attachent au corps.
Un état resplendissant tout nouveau l'environne. Des harmonies inconnues sur la terre le ravissent, un bien-être indéfinissable la pénètre. Elle jouit par anticipation de la béatitude céleste. Et l'on peut dire qu'elle pose un pied sur le seuil de l'éternité. Dans l'état d'extase, l'anéantissement du corps est presque complet. Il n'a plus, pour ainsi dire, que la vie organique que l'on sent, que l'âme n'y tient plus, que par un fil qu'un effort de plus ferait rompre sans retour. Dans cet état, toutes les pensées terrestres disparaissent pour faire place au sentiment épuré qui est l'essence même de notre être immatériel. Tout entier à cette contemplation sublime. L'extatique n'envisage la vie que comme une halte momentanée. Pour lui, les biens et les maux MAUX, les joies grossières et les misères d'ici-bas ne sont que les incidents futiles d'un voyage dont il est heureux de voir le terme. Il en est des extatiques, comme des somnambules, leur lucidité peut être plus ou moins parfaite et leur propre esprit, selon qu'il est plus ou moins élevé, est aussi plus ou moins apte à connaître et à comprendre les choses. Il y a quelque chose chez eux plus d'exaltation que de véritable lucidité ou, pour mieux dire, leur exaltation nuit à leur lucidité. C'est pourquoi leurs révélations sont souvent un mélange de vérité et d'erreur, de choses sublimes et de choses absurdes ou même ridicules. Des esprits inférieurs profitent souvent de cette exaltation, qui est toujours une cause de faiblesse quand on ne sait pas la maîtriser, pour dominer l'extatique, et à cet effet, il revêt à ses yeux des apparences qui l'entretiennent dans ses idées ou préjugés de la veille. C'est là un écueil, mais tous ne sont pas de même. C'est à nous de juger froidement et de peser leurs révélations dans la balance de la raison. Concernant l'extase, il y a une autre singularité. Si l'on abandonnait l'extatique à lui-même, son âme pourrait définitivement quitter son corps. C'est pourquoi, nous disent les esprits supérieurs, il faut le rappeler par tout ce qui peut le rattacher ici-bas et surtout en lui faisant entrevoir que s'il brisait la chaîne qui le retient ici, ce serait le vrai moyen de ne pas rester là où il voit qu'il serait heureux. De même, comme le signale Denis, le bonheur des extatiques, la joie qu'ils goûtent en contemplant les magnificences de l'au-delà, suffirait seul à nous démontrer l'étendue des jouissances que nous réservent les sphères spirituelles, si nos lourdes conceptions ne nous empêchaient trop souvent de les comprendre et de les pressentir. À titre d'illustration, un extrait de la revue Spirit d'Allan Kardec d'un cas d'extase qui, selon la tradition, est survenu avec le fameux compositeur italien de musique religieuse Pergolèse qui a vécu au XVIIIe siècle. Le cas est rapporté par M. Ernest Le Nordez. Vous savez avec quelle piété nous célébrons ici de nos jours encore, malgré l'affaiblissement de la foi, les touchants anniversaires de la mort du Christ. La semaine où l'Église les rappelle à ses enfants est bien réellement pour nous une semaine sainte. Ainsi, en vous reportant à l'époque de foi où vivait Pergolèse, vous pouvez penser avec quelle ferveur le peuple courait en foule dans les églises pour y méditer les scènes attendrissantes du drame sanglant du calvaire. Le vendredi saint, Pergolèse suivit la foule. En approchant du temple, il lui sembla qu'un calme, depuis longtemps inconnu pour lui, se faisait dans son âme, et, lorsqu'il eut franchi le portail, il se sentit comme enveloppé d'un nuage à la fois épais et lumineux. Bientôt, il ne vit plus rien. Un silence profond se vit autour de lui. Puis, devant ses yeux étonnés, et au milieu du nuage, où jusqu'alors il lui avait semblé être emporté, il vit se dessiner les traits purs et divins d'une vierge entièrement vêtue de blanc. Il la vit poser ses doigts éthérés sur les touches d'un orgue. Il entendit comme un concert lointain de voix mélodieuses qui insensiblement se rapprochaient de lui. Le chant que ces voix répétaient le remplissait de charme, mais ne lui était pas inconnu. Il lui semblait que ce chant n'était autre que celui dont il n'avait pu si souvent percevoir que les vagues échos. Ces voix, c'étaient bien celles qui, depuis de longs mois, jetaient le trouble en son âme et qui, maintenant, y apportaient un bonheur sans partage. Oui, ce chant, ces voix, c'était bien le rêve qu'il avait poursuivi
la pensée, l'inspiration qu'il avait si longtemps inutilement cherchée. Mais pendant que son âme, emportée dans l'extase, buvait à longs traits les harmonies simples et célestes de cet angélique concert, sa main, mue comme par une force mystérieuse, s'agitait dans l'espace et paraissait tracer en son insu des notes qui traduisaient les sons que l'oreille entendait. Peu à peu, les voix s'éloignèrent, la vision disparut, le nuage s'évanouit, et Pergolèse, ouvrant les yeux, vit, écrit de sa main sur le marbre du temple, ce chant d'une simplicité sublime qui devait l'immortaliser, le Stabat Mater, que depuis ce jour le monde chrétien tout entier répète et admire. L'artiste se releva, sortit du temple, calme, heureux, et non plus inquiet et agité. Mais, de ce jour, une nouvelle aspiration s'empara de cette âme d'artiste. Elle avait entendu le chant des anges, le concert des cieux, les voix humaines et les concerts terrestres ne lui pouvaient plus suffire. Cette soif ardente, élan d'un vaste génie, acheva d'épuiser le souffle de vie qui lui restait. Et c'est ainsi qu'à 33 ans, dans l'exaltation, dans la fièvre, ou plutôt dans l'amour surnaturel de son art, Pergolèse trouva la mort. Développons ensemble maintenant le dernier point qu'est la seconde vue. Le phénomène désigné comme seconde vue a un rapport avec le sommeil et le somnambulisme, car selon les enseignements de la codification spirite, tout cela n'est qu'une même chose. Ce que tu appelles seconde vue, c'est encore l'esprit qui est plus libre, quoique le corps ne soit pas endormi. La seconde vue est la vue de l'âme. En effet, l'âme s'émancipe parfois aussi à l'état de veille, produisant dans ce cas le phénomène appelé la seconde vue, qui donne à ceux qui en sont doués la faculté de voir, d'entendre et de sentir au-delà des limites de nos sens. Ils perçoivent des choses absentes partout où l'âme étend son action. Ils les voient, pour ainsi dire, à travers la vue ordinaire et comme par une sorte de mirage. Dans le moment où se produit le phénomène de la seconde vue, l'état physique est sensiblement modifié. L'œil a quelque chose de vague. Il regarde sans voir. Toute la physionomie reflète une sorte d'exaltation. On constate que les organes de la vue y sont étrangers, en ce que la vision persiste, malgré l'occlusion des yeux. Cette faculté paraît à ceux qui en jouissent naturelle comme celle de voir. C'est pour eux un attribut de leur être qui ne leur semble pas faire exception. L'oubli suit le plus souvent cette lucidité passagère dont le souvenir, de plus en plus vague, finit par disparaître comme celui d'un songe. La puissance de la seconde vue varie depuis la sensation confuse jusqu'à la perception claire et nette des choses présentes ou absentes. À l'état rudimentaire, elle donne à certains gens le tact, la perspicacité, une sorte de sûreté dans leur acte qu'on peut appeler la justesse du coup d'œil moral. Plus développée, elle éveille les pressentiments. Plus développée encore, elle montre les événements accomplis ou sur le point de s'accomplir. Les cas de seconde vue sont nombreux dans la littérature spirite. À titre d'exemple, nous en citons un que l'on retrouve dans le livre « La mort et son mystère » de Camille Flammarion. Le professeur Bohème, qui enseignait les mathématiques à Marbourg, étant un soir avec des amis, fut pénétré tout à coup de la conviction qu'il devait rentrer chez lui. Mais, comme il prenait très tranquillement son thé, il résista à cette impression, qui revint cependant avec une telle force qu'il fut obligé de céder. Arrivé chez lui, il trouva tout comme il l'avait laissé, mais se sentit poussé à changer son lit de place. Si absurde que lui parut cet ordre mental, il sentit qu'il devait le faire. Appela la domestique et tira avec son aide le lit de l'autre côté de la chambre. Cela fait, il se sentit tout à fait à son aise et retourna finir la soirée avec ses amis. On se sépara à 10 heures. Il rentra, se coucha et s'endormit. Il fut éveillé au milieu de la nuit par un grand fracas et s'aperçut qu'une grosse poutre était tombée, entraînant une partie du plafond, et gisait à l'endroit que son lit avait occupé.
En résumé, on peut dire que le somnambulisme naturel et artificiel, l'extase et la seconde vue ne sont que des variétés ou modifications d'une même cause. Ces phénomènes, de même que les rêves, sont dans la nature, c'est pourquoi ils ont existé de tout temps. L'histoire nous montre qu'ils ont été connus et même exploités dès la plus haute antiquité. Et l'on y trouve l'explication d'une foule de faits que les préjugés ont fait regarder comme surnaturels.